Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est l'épisode numéro 88 et nous sommes toujours le 4 septembre, c'est la suite de l'enregistrement de la semaine dernière et je suis toujours accompagné de gens incroyables tels que Jean-Baptiste Kaiser. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, je travaille toujours chez Clever Cloud et je fais toujours du Scala. Et tu t'appelles toujours Arensil sur les réseaux. Exactement, AREND-SYL. Et donc vous pouvez le retrouver également sur son Skyblog. Et non, car les blogs ont été arrêtés. Et non, c'est la première news. On la commentera pas. Nous sommes également avec Julia. Julia Marche, bonjour. Bonjour, alors je n'ai toujours pas été virée par Quentin, donc je suis toujours Technical Account Manager chez Clever Cloud, où je teste plein de logiciels de déploiement, de choses un peu folles, et vous pouvez me trouver en tant que Julia Marche sur Internet. Même si techniquement, c'est pas moi qui te manage. C'est vrai, heureusement. Et pour finir, le grand, l'insubmersible, le blond, Julien. Bonjour. Bonjour. Et bah moi, normalement, je n'ai toujours rien cassé depuis la semaine dernière. Et voilà. Donc, on continue les news après la pause estivale. Vous savez, la pause estivale de 4 mois qu'on a pris, parce que chez Clever, il y a beaucoup de congés. Pour commencer, ce mois d'août, ça a été la mise en place du Digital Service Act de Thierry Breton. Enfin, là, je vous ai mis l'annonce par Thierry Breton. Donc, c'est la fameuse loi européenne dont on vous a parlé plusieurs fois, qui définit qu'il y a des gens qui sont des gatekeepers, qu'il y a des gens qui ont des possibilités de marché, qui définit la façon de traiter la fraude sur les réseaux sociaux, etc. Toute cette grande nouvelle loi, ce gros package législatif qui a été passé l'an dernier, rentre en application là au mois d'août, ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer les procès contre les méchants GAFAM. Voilà. Ou alors ils vont tous se conformer à la loi du jour au lendemain, parce que bien évidemment ce sont des gens extrêmement respectueux de la loi. Donc voilà, peut-être on vous remettra un article de résumé là-dessus, vous pouvez poser des questions, ou peut-être on pourra peut-être on pourrait inviter des gens à en parler. D'ailleurs, dites-nous en réponse si ça vous intéresse, mais on a réfléchi avec Guillaume à la possibilité de lancer une autre émission plus cadrée politique et juridique sur le droit du cloud, etc. Si ça peut vous intéresser, dites-moi si ça intéresse des gens qu'on travaille là-dessus, ou pas du tout. Dans les autres news, nous avons, dans la droite ligne du DSA, Julia, tu nous proposes un lien d'un article que tu as écrit. Que j'ai écrit, effectivement. Je ne suis pas très prolifique sur le blog de Clever, notamment parce que, bon, j'ai des trucs qui sont dans les brouillons en attente de relecture, mais passons. Là, j'ai posté un article sur comment fonctionne Matomo, donc pas toutes, mais certaines possibilités d'utilisation de Matomo. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué, au contact des gens qui veulent passer de Google Analytics vers Matomo et donc l'auto-héberger et prendre notre add-on, j'ai remarqué qu'il y avait une courbe d'apprentissage qui n'était pas évidente parce que tu passes d'un service sur lequel tu n'as accès à aucune métrique, tu n'as pas accès à ta base de données pour aller chercher tes backups et les mettre ailleurs éventuellement. Non, tu es sur un service opaque, tu le configures un peu à ta sauce, mais tu utilises un service qui est mis à ta disposition gratuitement par Google. Donc quand tu veux passer sur Matomo et que tu prends un add-on chez Clever, tu vas démarrer 3 services. Tu as ta VM PHP, tu as ta base de données MySQL et tu as une Redis, ce qui, on va dire, est le minimum nécessaire pour faire tourner Matomo, même si pour la Redis, je ne suis pas complètement sûre. Donc, je me suis dit, on va faire un post de blog qui explique la différence, en gros, avec Google Analytics, et ce que tu peux faire, comment tu peux migrer, et les particularités d'avoir une VM PHP qui est immuable. C'est-à-dire que, et qui en plus est un service managé. Donc, ça veut dire qu'il y a des configurations qui ont déjà été décidées par nous, et que tu peux après aller tweaker dans les limites du possible. Donc voilà, donc c'était aussi l'occasion de parler de comment accéder à ces métriques, chose qui n'est pas forcément intuitif quand on a utilisé tout le temps un service qui tourne et qui est managé par Google, donc on sait pas, on s'en fout, ça tourne et puis on se soucie pas de la volumétrie. Là, par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui utilisaient Matomo, qui lançaient des processus PHP qui peuvent être, comme on le sait, longs,
et qui se retrouvaient avec des processus qui étaient tués, abortés, et la VM ne répondait plus et qui ne comprenait pas. C'est tout simplement parce que les ressources, elles ont été atteintes. Ils n'ont pas activé l'autoscalabilité, des choses ponctuelles vont avoir besoin de davantage de ressources et il faut le savoir globalement. Donc c'était un peu l'occasion de faire une prise en main de plusieurs fonctionnalités de Clever, d'accéder à Grafana pour voir ses métriques et de comprendre comment fonctionne un déploiement immuable. Donc c'était un post assez complet juste pour parler de Matomo, avec quelques cas d'utilisation comme ajouter des administrateurs, ajouter des utilisateurs, ajouter globalement des sites internet et migrer de Google à Matomo. Voilà pour ce post. Donc s'il y a des gens qui ont besoin de savoir comment fonctionne une VM sur Clever et une base de données et les métriques, ça peut être une bonne occasion de... Voilà, ça peut être une bonne prise en main. Et Matomo, c'est un très très bon exercice. Je me suis retrouvé dans un débat il y a quelques temps sur Blue Sky où les gens nous disaient oui, mais moi je fais du Google Analytics, c'est très bien. Moi je regarde au contraire les visites à partir des logs et les logs peuvent pas se tromper, etc. Et ce que j'expliquais, c'est en fait toutes les trucs de mesure d'audience en fait ont tort parce que pour différentes raisons ils vont fail. Nous on avait globalement des chiffres différents d'à peu près 30%. Entre Matomo et Google Analytics, quand on avait encore Google Analytics, on a fini par dégager. Et en fait, tes chiffres des logs sont également faux. Tu as des proxy caches, des fois, qui sont là, puis en plus des logs, t'as pas tout. Et après, tu as l'interprétation des données brutes. Et moi, je me souviens m'être engueulé avec Google plusieurs fois parce que leur base de données d'IP était assez libérale sur certaines IP. Peut-être que c'est parce qu'ils n'étaient pas contre l'idée de me vendre de la pub en Iran, alors que je leur avais dit que je ne voulais pas de pub en Iran. Mais là, bizarrement, on n'était pas d'accord sur la base de données. Et genre, moi, j'avais masse trafic venu de la pub payante de Google qui venait d'Iran, alors que voilà. Donc, je pense que c'est un truc qui est un exercice qui est très intéressant. Si dans votre boulot vous avez un sujet autour de l'audience, d'avoir au moins plusieurs systèmes de mesure d'audience et pouvoir commencer à prendre des décisions en vous disant que peut-être que Google Analytics n'a pas toujours intégralement raison. Exactement. Et puis qu'on n'a pas trop la main sur ce qu'ils ont décidé de nous montrer finalement. Intéressant, Matomo a une configuration que tu peux mettre qui te dispense de mettre des bannières de cookies sur ton site, des bannières qui emmerdent tout le monde là. Dès qu'on va sur un site, on est là, accepter les cookies. Non, en fait, si tu n'as pas, il y a certaines métriques dont tu n'as pas besoin, tu peux t'en débarrasser et là ton site il devient banner free, donc beaucoup plus agréable pour les utilisateurs. Et moi je suis convaincue qu'on en fait trop et qu'il y a peut-être moyen de rendre l'utilisation, on peut renoncer à certaines données, on va dire certains suivis, pour fournir aux gens une navigation plus plaisante. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un chiffre dans les priorités. Après certains ne peuvent pas s'en passer, donc ce n'est pas c'est pas figé. Quand tu dis qu'on est banner free, ça a un rapport avec Hulk ou pas? J'osais pas la faire. Je refuse de comprendre tes références de geek, Quentin Adam. Badoum. Voilà, je n'ai rien entendu. Parle-moi de Barbie. Ok. Lien suivant, c'est moi qui vous le propose, c'est ARM, donc le designer de chips qui est à l'origine de beaucoup des chipsets que vous allez trouver dans vos téléphones ou maintenant dans les Mac, puisque les MX de chez Apple sont des ARM. Eh bien, ils viennent d'annoncer qu'ils ont commencé le travail pour devenir public et faire une IPO, donc une entrée en bourse. Donc voilà, il y a la cotation prochaine de ARM et sera prévue pour être au Nasdaq normalement. Et donc ARM essaye de rentrer en bourse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que pendant longtemps le sujet de l'appartenance de ARM à des gens a été fait, et si c'est sur le free market, c'est mieux que un fondeur qui posséderait ARM, qui est une sorte de zone de neutralité. En plus d'être une entreprise, le statut de ARM est toujours un peu bizarre et particulier, et c'est une bonne chose du coup que ça se stabilise là-dessus. On se souvenait il y a quelques années, 2020, 2019, quelque chose comme ça, où Nvidia avait proposé 40 milliards pour racheter ARM. Et là, on voit que du coup, ils ont choisi. Hein. Ça a été bloqué, ouais, par l'antitrust. Hein.
Le rachat avait été validé par les actionnaires, mais ça a été viré par l'antitrust, et donc c'est une bonne chose d'aller vers quelque chose qui va du coup permettre à la boîte de se financer sans repasser par des investisseurs trop privés, je pense. Arduino a sorti une nouvelle petite plaquette à base de SP32. Donc c'est la première fois qu'Arduino sort un truc avec du expressif. Et donc c'est une nouvelle petite board Arduino qu'ils ont appelée la Nano SP32. J'ai trouvé que c'était cool qu'ils en fassent une de plus, parce que le SP32 est quand même très intéressant, plein de choses, et on en a parlé déjà la semaine dernière, avec du coup tout ce qui est Arduino Cloud, etc., et le grand support d'Arduino. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était très cool que ça arrive, et voilà. Donc les petits nouveaux de chez Arduino sont là. Je sais pas si ça vous fait quelque chose, pas du tout. Ben, on peut faire du Python maintenant sur Arduino, parce qu'apparemment il supporte une librairie qui s'appelle MicroPython. Ouais, c'est du MicroPython et ça fait un moment que ça existe. Hein. Sur Arduino ? Ouais, sur Arduino, ça fait un moment qu'ils bossent sur MicroPython pour apprendre aux enfants. Après, le runtime est quand même un peu lourdingue. Mais là, le Arduino Nano, il est à 18 €, ce qui est pas très cher. La réalité, c'est que les répliques disponibles sur AliExpress de ce truc-là seront à quelques dollars. Voilà. Donc, comme d'hab, assez cool. Moi, je trouve que c'est cool de voir ça progresser. La seule chose qui me chagrine un peu, c'est de toujours pas voir de Arduino fourni avec des puces de chez ST Microelectronics, parce qu'elles sont quand même vraiment bien. Je rappelle que c'est dans le Maker, on avait mis du F411. Et j'étais, mais cette puce, c'est incroyable, quoi. Tu lui fais faire n'importe quoi, c'est incroyable ce truc. Voilà, c'était la partie chipset. Ah, mais on a encore du hardware après. C'est encore un lien de ma part. Parce que le hardware, c'est important. Parce que c'est important de faire de l'open source. Parce que c'est important d'avoir des open API partout. Je vous présente buttplug.io, qui est l'open source standard de tous les projets pour le Ultimate Hardware. Donc tout ce qui est Sextoy, Fucking Machine et tout, qui maintenant a une API et des firmware communs disponibles en Rust, bien propres, des choses extrêmement fournies, avec des plugins, avec des game engines comme Unity et Twine. Ça supporte le Bluetooth, le HID, le Serial, voilà, c'est du PSD3, vous pouvez faire n'importe quoi. Et donc il y a des gens qui ont fait un gros projet open source bien propre sur le sujet. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a un support qui va arriver des Joy-Con de la Nintendo Switch, des contrôleurs PlayStation, etc. Avec, ce qui est très rigolo, c'est la mention Rumble Only sur le support de ce genre de choses. Donc voilà. Implemented in Rust. Et c'est Rust First Citizen avec des bindings C#, JS et quelques autres langages. Ça m'étonne tellement pas que la communauté Rust soit impliquée. Tellement pas. Est-ce que je pense que à un moment donné, on pourrait faire un épisode spécial sextoy parce qu'on m'a envoyé un article très bon, très pertinent, plein de notions autour du hardware sur la fabrication des sextoys et pourquoi c'est une catastrophe. Et je pense qu'il y a des choses à dire assez intéressantes. Voilà, je ne sais pas si YouTube nous gardera honnêtement si on fait un épisode comme ça, mais ils vont juste nous démonétiser. De toute façon, on ne monétise pas les épisodes. Voilà. Donc, bon. Oui, mais du coup, on rapporte quand même de l'argent à Google. C'est vrai. Je rappelle que nous, on est comme ça. On rapporte de l'argent à Google via YouTube, hein, parce qu'on est des gens... on aime nos compétiteurs chez nous. On est plein d'amour. Tant qu'on parle de hardware... ceux qui l'ont noté, nous sommes en train de monter des nouveaux data centers et des nouvelles infras chez Clever. Vous avez probablement vu les vidéos ou pas de notre CTO Steven, qui fait des très belles vidéos expliquant. Globalement, on est en train de sortir toute une nouvelle infra hyper intéressante et avec plein de nouvelles ambitions de produits et de projets. Et du coup, ça permet de voir d'abord que la boîte grossit et que ce qu'on est en train de faire est très intéressant, y compris en hardware, où en fait on a lancé beaucoup de travaux assez innovants dans ce domaine-là, ce qui je pense est une bonne chose. Et
Et donc, du coup, voilà, là, vous avez une série de vidéos sur ce qu'on est en train de monter, avec des fois des choses intéressantes, notamment le fait qu'on a notre propre OS pour nos switches et nos routers maintenant. Ouais. Et ça me fait rebondir sur un thread en réponse de C'est pas sorcier le cloud par Steven Leroux, qui était un thread d'explication de Jérôme Nicole sur le réseau, et en particulier sur la manière dont notre réseau est construit et pensé chez Clever. Là où on vient faire du pilotage très logiciel, basé sur uniquement une couche L3, donc c'est-à-dire la couche IP, tout ce qui va être Ethernet, etc. On va essayer de le tuer petit à petit, et donc d'avoir là-dessus et de voir en fait que oui, sur la partie réseau, on reprend la main et avec des logiciels qu'on vient gérer, on a notre propre distribution sur les switches, et derrière on vient piloter avec du soft qui est évidemment accéléré par du hardware. Donc là, sur la partie hardware, on a évidemment du matériel capable de faire les opérations les plus courantes qu'on va avoir dans un switch qui sont accélérées. Et derrière, c'est tout géré en logiciel, et donc ça permet d'avoir une flexibilité qui est bien plus grande que si on devait se trimballer de la config manuelle à grands coups de clic-clic dans des interfaces Cisco. Et puis surtout, vu que c'est nous qui compilons le tout, on a dégagé toutes les features dont on n'avait pas besoin et qui sont de potentielles failles de sécurité. Oui, vous voulez que je refasse mon rant contre les gens qui utilisent que des logiciels compilés par d'autres sans savoir ce qu'il y a dedans ou tout le monde a eu la semaine dernière. Oui, mais je pense que vu que ça perce pas, je peux le faire toutes les semaines. Hein. Après, il faut avouer qu'il y aurait quand même une certaine esthétique à faire tourner un Debian dans un switch réseau quand même. Décode pas, la plupart des switch réseau, c'est chelou, mais c'est sous Debian. Hein. Il y en a qui aiment bien se faire du mal quand même. Hein. Ah, ça. Aucun lien avec le sujet précédent. C'est fin. Et tant qu'on parle de réseau... Et de se faire du mal. Très bien, t'as pu en parler Non, vas-y. Oh là là. Non, mais tant qu'on parle de réseau, une petite conf que j'ai donnée à Luxembourg sur un nouveau, à la fois sur comment c'est construit et sur un nouveau produit chez Clever, qui sont les network groups, et comment c'est construit également notre réseau, où on a complètement divisé l'underlay et l'overlay. Donc je vous ai mis un petit lien là-dessus où on explique un peu, voilà, j'y explique un peu ces nouveaux produits, cette nouvelle logique chez Clever. Et là, c'est un produit qui en fait est en prod chez nous. C'est juste qu'il faut qu'on écrive la doc. Et c'est là-dessus où chez beaucoup de gens, parfois, on a un peu de nul chez Clever. Mais ça arrive, et on vous fournit ASAP, voilà, les nouvelles choses là-dessus, et on essaie de vous fournir ça rapidement. Mais du coup, petite compte d'un quart d'heure pour comprendre à la fois le produit, ce qu'il veut dire, et dans quel sens il est fait, et pourquoi on l'a fait comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à drop by pour aller voir à quoi ressemble cette conf, et voir si ouais, ça peut rencontrer un écho chez vous. N'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Mais ouais, des trucs cool qui arrivent. En fait, il y a beaucoup de trucs qui ont été bossés chez Clever et qui sont à la bourre, parce qu'en fait, il y avait quelques bottlenecks technologiques, de trucs qui nous ont un peu cassé les couilles ces derniers temps, mais qu'on est en train de résoudre. Et en fait, tout va se décoincer un peu d'un seul coup. Voilà. On parle de trucs qui se décoincent. Alors, on va pas revenir sur botplug.io, bien sûr. J'essaie de m'assurer de ne pas être monétisé. Non, mais en parlant de trucs qui se décoincent, il y a une faille qui est un peu spécifique, hein, qui a été trouvée. Alors, en vrai, l'article est très intéressant à lire. La faille en elle-même, d'ici qu'on l'exploite, quand même, voilà. Globalement, il y a un mix de Dracut systemd. Donc Dracut, c'est un initram, c'est un initRD, donc le truc qui se lance avant votre kernel et qui s'occupe potentiellement de lancer votre kernel. Enfin, qui s'occupe, non. Si vous utilisez Dracut, c'est lui qui lance votre kernel. Et potentiellement entre les deux, surtout dans les versions récentes qui sont bien intégrées avec systemd, etc. Il y a toute une partie où ça va aussi déchiffrer votre disque. Et setup, voilà, tout un certain nombre de choses. Et l'article parle globalement d'une faille qui, si on a un accès
physique. Donc déjà, il faut avoir un accès physique, en général un serveur, qui est protégé par un truc qui s'appelle Trusted Platform Module. Globalement, Trusted Platform Module, c'est une chip qui est mise dans des serveurs et qui permettent d'avoir un accès à distance sur le serveur et qui a un peu tous les droits sur le serveur. Et notamment, ça permet de manipuler des serveurs qui ont de la full disk encryption à distance. Parce que je sais pas si vous avez déjà fait de la full disk encryption, mais justement, il y a un moment où quand on arrive dans Dracut, donc avant de booter votre kernel et le reste de votre système, ça vous dit « Hey, tape ton mot de passe pour déchiffrer ton disque ». Le problème, c'est que quand c'est sur un serveur et qu'il doit rebooter en pleine nuit parce que, pour une raison, ou même à n'importe quel moment, bah, si tu es obligé d'aller jusqu'au data center, brancher un écran sur le serveur pour brancher un clavier et ensuite aller taper le mot de passe, c'est un petit peu fatigant. Donc l'idée, c'est que ce Trusted Platform Module permet de le faire via le TPM, ça s'appelle, donc via ça, et d'aller déchiffrer le disque. Et les gens se sont rendus compte que si tu as un accès physique sur le serveur, au moment où ils te demandent la passphrase, si tu mets juste entrée plein de fois, tu accèdes à un shell, dans la configuration par défaut, tu accèdes à un genre de shell d'urgence fourni par Dracut/systemd. Et à partir de ce shell, tu peux aller déclencher le TPM pour lui demander de déchiffrer le disque dur. Voilà. Comme ils le disent, c'est un mélange de plein de choses. On ne sait pas trop qui il faut blâmer pour ce problème-là. C'est le mélange de toutes ces technos-là qui font que ça peut arriver. C'est assez facile, il suffit de mettre 2 options dans le lancement du kernel, de l'ITRAMFS pour désactiver ce truc-là. Globalement, c'est pas une faille. C'est une faille. C'est pas une faille qui est extrêmement facile à faire. Encore une fois, il faut avoir un accès physique au serveur, et à partir du moment où tu as un accès physique au serveur, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites, comme par exemple se barrer avec le disque et utiliser ensuite du gros matériel pour essayer de trouver la clé en brute forçant si tu as du temps et de l'argent. Donc voilà. Mais je trouvais l'article intéressant parce que c'est intéressant. Enfin, ça explique globalement, ça rappelle un petit peu comment ça fonctionne tout ça, tout le boot de ces trucs-là. Et alors moi, j'ai pas de TPM dans mon laptop, mais je me dis que je pourrais peut-être activer les machins pour pas que les gens tombent sur le shell en question et essayent trop de jouer avec. Même si a priori, de mon côté, vu que j'ai pas une chip complètement trusted qui contient mes clés de sécurité dans le PC, ça devrait bien se passer. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. C'est intéressant sur la problématique de comment on est capable d'avoir des disques chiffrés, du luxe et compagnie dans un contexte serveur dans lequel on peut pas aller taper les mots de passe à la main à chaque fois. Et donc du coup, il y a forcément besoin d'avoir les clés quelque part, alors soit sur un truc dans la machine, soit potentiellement à l'extérieur et qu'il aille demander les clés à un moment. Mais c'est une vraie question sur la question du chiffrement des disques dans des data centers. Il y a aussi la problématique de Dracut qui a déjà, on va dire, il y a déjà des risques, on va dire, dans le sens où il y a des modules qui permettent de faire du SSH dans l'INITRAMFS. Et donc forcément, ça peut donner des choses variables suivant la qualité de la clé et l'algorithme utilisé, ainsi de suite. Tant qu'on est sur du hard, je suppose que c'est moi qui ai été déterré cet article-là, c'est ça ? Je crois, ouais. Là, je vous ai mis un article qui est vraiment cool, qui dit qu'il y a un mythe qui est que les x86 utilisent un RISC-V internally. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait des résumés, je suppose que c'est Julia qui a lu l'article, c'est ça ? Là, c'est moi qui l'ai lu, celui-là. Donc, je l'ai relu. Quand on aime les CPU, c'est un article à lire. Voilà. L'article n'est pas tout récent parce qu'il date de juin 2020. Et ça explique un petit peu ce que c'est que RISC-V, RISC-V pour les gens comme moi qui ont toujours du mal à lire les chiffres romains. J'ai toujours dit 6V init, alors qu'apparemment on peut les dire. Bref, on s'entend, mais globalement c'est l'histoire de RISC-V et de comment ça marche.
et les différences entre tout ce qui est initialement, enfin x86 avec les Pentium, etc., versus RISC. Donc globalement, je suis pas le meilleur en processeur, mais les processeurs RISC, c'est celui qui est basé ARM, si je dis pas de bêtises, ou je me trompe complètement. ARM, c'est déjà ARM. RISC, c'est RISC. RISC, c'est RISC. ARM, c'est ARM. Après, tu as souvent des trucs où tu as les deux. En fait, tu as un cœur RISC à côté d'une puce ARM. Oui, c'est pour ça que je me plante, mais globalement, ils ont des instructions qui sont composées de sous-instructions, et en fait, toi, tu lances une grosse... une instruction un peu complexe, et en fait, derrière, c'est découpé en petites instructions. Et la question, c'est... il y a une légende, d'après la personne qui a écrit l'article, qui dit, mais en fait, les x86, derrière, ils font du RISC, ils te montrent juste des instructions complexes. Donc, ça explique tout ça avec une histoire. C'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans cet article, c'est qu'en fait, c'est une excuse pour avoir un peu l'histoire des processeurs et de comment les choses ont évolué de ce point de vue-là. Et voilà, je vous spoil quand même la fin, c'est que, la réponse est ni oui ni non, mais entre-temps, on a appris plein de choses sur les processeurs. Voilà, je vous laisserai le lire, parce que je suis pas très très bon en processeur, et je saurais pas vous le résumer de façon très 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 intéressante. En fait, l'un des trucs, c'est que les processeurs Intel x86, d'après l'article, depuis les Pentium 6, je crois, en fait, ils ont un système qui est pas celui d'une machine virtuelle, mais quasiment équivalent. C'est-à-dire que les instructions x86 sont une sorte de bytecode qui vont être transformées ensuite en opérations beaucoup plus bas niveau, même au niveau d'un CPU, et donc ils vont être allés charger de la mémoire en précisant précisément à quel endroit, en allant faire des opérations, bouger des registres, enfin faire plein d'opérations qui vont avoir une complexité plus élevée qu'une instruction de CPU comme un add ou des choses comme ça. Et donc toutes ces instructions qui sont très bas niveau, les micro-instructions, en fait sont dérivées depuis des instructions plus larges, et c'est pour ça qu'on pouvait penser comme en fait ces micro-instructions c'est parfaitement privé, on n'a aucune idée de ce que c'est, on peut pas savoir, enfin c'est des choses secrètes d'Intel ou de AMD. Et donc forcément, il y a des théories qui apparaissent autour de ces instructions, et le fait que ça pourrait être RISC en est une. Et qu'on soit clair, c'est pas tous les jours facile de savoir comment fonctionne un processeur en lui-même, parce que c'est très petit. Du coup, on peut pas trop aller l'observer avec une loupe. C'est ça. Très grosse loupe. Ouais. C'est pour ça que c'était un thread super intéressant de Brian Cantrell de Oxide Computer, qui parlait de eux ce qu'ils ont fait sur l'optimisation de la virtualisation dans leur système, parce que ce qu'ils proposent c'est un rack qui est pilotable par API, donc c'est vraiment des calls HTTP, ça boot des VM dans un rack, et ça c'est vraiment ça paraît magnifique. Et l'un des points super importants, c'est qu'ils sont allés regarder profondément dans les CPU comment ça marche. Et en particulier, ils prenaient l'exemple d'AMD parce que c'est des AMD Milan qui tournent dans les racks Oxide. Ils ont vu qu'en fait, il y avait un espèce de mini système d'exploitation dans le CPU qui s'occupait d'aller faire de la translation d'instructions, d'avoir des niveaux de sécurité d'accès, des machins comme ça. Et donc ça fait et qui permettait d'avoir toutes les features intéressantes des CPU évidemment. Par exemple, l'optimisation de performance en fonction de la demande sur le CPU, toutes ces choses-là. Et l'un des trucs qui était fait, c'est du décodage d'instructions et des choses comme ça. Donc le CPU est bien plus complexe que juste on a de l'assembleur qui envoie des informations dans un bus d'instructions et qu'ensuite il fait juste récupérer l'instruction, la décoder et l'envoyer au truc de calcul. C'est bien plus complexe aujourd'hui les CPU. Donc cet article est super intéressant pour en voir l'origine, parce qu'en fait cette complexité elle était là même il y a 20 ans et même avant. C'est pas juste les tout derniers CPU qui sont complexes, quoi. Ah non, ça a toujours été très compliqué, ouais. Et clairement, c'est une stratégie des fondeurs. Hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est une stratégie de la part des fondeurs. Est-ce que, Julia, tu veux nous parler de l'onboarding au sein logiciel ? Oui, pourquoi ? Parce que pendant mes vacances, je me suis intéressée à la façon dont on peut construire un logiciel, le mettre à disposition de gens qui ont besoin de le faire tourner sur n'importe quel serveur, et comment tu aides les gens à prendre en main le fonctionnement du logiciel.
Et j'ai expérimenté avec Medusa.js qui a... donc tu clones le projet, tu le déploies en local. Et là, j'ai découvert que dans leur interface, tu avais un step by step, genre ils te disent, tiens, maintenant va créer ton premier produit. C'est par exemple, c'est l'interface de back-end, d'admin. Va créer ton premier produit, donc ils te montrent comment faire, et puis toi, dans ton code, tu peux aller faire des choses, et ils t'accompagnent, ils te prennent par la main pour ta première utilisation du logiciel. Et ça, j'ai trouvé extrêmement malin parce que ça évite de devoir se taper toute la doc, qui n'est pas forcément super intuitive en fonction des gens. Et je me suis posé la question, en fait, pourquoi je testais ça ? Parce qu'en fait, je me demandais comment faire pour créer, par exemple, un Shopify open source, là, comme Medusa, mais en utilisant les paiements en crypto. Parce que ça veut dire imbriquer plein d'outils différents. Moi, j'ai surtout pensé à ça pour mettre à disposition un soft pour les travailleuses du sexe ou les gens qui sont dans des industries qui sont un peu, on va dire, délicates, et que les gens puissent utiliser un logiciel, lancer leur boutique en ligne et en faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que quand tu travailles avec Web3, crypto et tout ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens, ils vont devoir écrire leur propre smart contract, ils vont devoir faire tourner leur node Ethereum pour pouvoir lancer leur truc. Enfin bref, et créer un SaaS ou créer une DApp autour de ça, c'est quand même assez dangereux parce que tu vas forcément te retrouver avec de la pédopornographie. Donc, il est hors de question. C'est un travail à plein temps, modérer ce genre de truc. Donc, je me suis dit, plutôt que de finir en prison, c'est plutôt pertinent de release un soft et de dire aux gens, voilà comment vous pouvez le faire tourner. Et après, libre à vous de en faire ce que vous voulez. Mais c'est quand même très complexe. Mais il y a des choses qui existent pour simplifier ça. Et notamment avec Unlock Protocol, qui est un protocole open source pour vraiment, tu as une interface où tu peux créer des espèces de jetons qui vont faire que les gens, ils vont l'acheter ou ils vont l'avoir dans leur portefeuille crypto et ils vont pouvoir afficher du contenu qui est verrouillé autrement, sans ça. C'est un peu ce que j'essaye de reproduire, mais pour de l'achat ponctuel. Donc je sais pas trop où j'en suis, mais je me pose la question de la complexité et de comment le simplifier au maximum pour que les gens puissent s'approprier ça et vraiment être indépendants de plateformes différentes de vente. Tu sais, je pense même à des plateformes comme Etsy, on s'en fout que ce soit pour vendre des photos de pieds ou quoi. C'est vraiment pour que les gens puissent être indépendants de Shopify, d'Etsy, de différents SaaS comme ça qui existent et qui ont des conditions que tu dois accepter oui ou oui, quoi. Si tu n'es pas content, tu dégages. Voilà, globalement, sur quoi je me suis amusée pendant mes vacances. Moi, je pense que c'est une des grandes questions très souvent, on voit des projets, notamment dans le Web3, qui sont pour refaire du web un endroit de démocratie, etc. Mais en fait, le problème, c'est que pour que ça marche, il faut tellement de connaissances. Et je pense que l'une des problématiques de toutes ces technos-là, où en fait, il y a une vraie volonté de rendre aux citoyens une part de voix en fait dans l'écosystème et de leur dire voilà, là vous pouvez reprendre le pouvoir quelque part sur la plateforme. Le problème c'est comment tu leur laisses effectivement le pouvoir et comment tu les laisses effectivement reprendre le pouvoir. Et aujourd'hui il faut la connaissance. C'est pour la même raison que je suis contre les machines à voter. Pour moi il faut que tous les citoyens puissent comprendre ce qui se passe. Et même s'il y a des protocoles hyper intéressants, je vois pas comment on va le faire, quoi. Mais je pense que c'est un des sujets qui est vraiment passionnant et intéressant du futur de la technologie, qui est comment on la rend compréhensible pour tout le monde et comment on la rend manipulable. Et je trouve que ce que fait par Unlock est hyper intéressant là-dessus. Ouais, donc c'est un sujet, mais ce que je te dis, c'est que c'est ça. Tu vas dire aux gens, pour moi, il y a deux types de populations sur lesquelles c'est intéressant de se concentrer quand tu construis un logiciel en termes d'indépendance. C'est les militants politiques et les travailleuses du sexe, parce que c'est le type de population qui va servir de test
pour de la censure, du contrôle et tout simplement de la surveillance. Donc, comment tu fais ? Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de garder ces deux types de populations en tête, parce que ce qui leur arrive à eux va nous arriver à nous, tôt ou tard. Ils testent, hein, c'est des populations testent. Donc la censure financière, par exemple, sur des cagnottes destinées à des causes politiques, ou la restriction d'accès à des logiciels de finance, par exemple, non, tu vas pas aller vendre tes nudes avec PayPal ou avec Stripe, parce que tu vas te faire tège, et en plus, tous les services que tu utilises, tu risques de te faire jarter d'eux. Par exemple, il y a des cas sur Airbnb où ils font du cross analytique, quoi. Et ils disent, cette personne, elle est repérée comme étant potentiellement une stripteaseuse, par exemple. Ça va pas très loin. En fait, on va lui restreindre l'accès à nos services. Et c'est pas parce que tu fais, c'est parce que tu es qui est. Donc ça, c'est des types d'utilisation de la technologie qui, on va dire, moi j'ai plutôt tendance à combattre. Et donc, comment tu fais pour créer des outils, plutôt que d'aller frapper et pleurnicher à la porte de Airbnb, de Twitch ou peu importe, comment tu fais pour créer d'autres choses, pour construire d'autres outils dont les gens peuvent s'emparer et devenir indépendants de ce type de plateforme. Voilà. C'est ma grande cause existentielle. Et le problème de toutes ces actualités-là, c'est que ça repose sur le Web3. Et le Web3, il y a aussi la partie dark du Web3. Mais ça y est, tu as un site d'actualité à nous proposer. Alors, vous ne trouverez pas grand-chose en cliquant sur le lien, parce que comme tous les projets Web3, c'est codé avec les pieds. Genre, si tu cliques, alors c'est Friendtech, qui je trouve hilarant et en même temps complètement dégénéré. Alors, je vous fais le topo. Globalement, si vous cliquez sur le lien, vous avez juste l'option de mettre sur votre écran d'accueil, sur l'iPhone par exemple, parce qu'il n'y a pas d'app. Et je pense que ça ne sera jamais accepté dans l'Apple Store. Mais globalement, je ne sais pas du tout comment ça se passe avec Android, parce que je ne suis pas de ce côté du dark side de l'existence. Mais Friendtech, c'est un marketplace pour tes amis. Ça veut dire que tu achètes des parts de tes amis. Ils ont globalement copié OnlyFans, mais en version Web3. Donc globalement, t'achètes par exemple, Quentin Adam décide de se faire un compte Friendtech. Moi, je crois en Quentin Adam. Je vais aller acheter des parts de Quentin Adam. Et ça s'appelle des clés. Donc, tu achètes des clés et ça veut dire que tu peux avoir accès à la personne et discuter avec elle. C'est OnlyFans, mais pour les tech bros, globalement, ou les crypto bros. Je ne sais pas quelle est la statistique de vente de photos de pieds dessus, mais j'ai déjà vu des travailleuses du sexe s'en emparer, chose qui est chouette. C'est sur Base, c'est un layer 2 Base, c'est comme Optimism, Arbitrum, etc. C'est-à-dire t'es pas sur le mainnet d'Ethereum qui est pas du tout scalable, tu es sur Base. Et Base, c'est vraiment le réseau du Ponzi. Pourquoi ? J'ai mint un NFT la semaine dernière sur Base et c'est globalement un Tamagotchi qui meurt si tu ne fais pas de transaction sur Base. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Genre, pour que ton Tamagotchi survive, tu dois payer. Tu dois aller faire des transactions, peu importe. Tu vois, tu envoies ça. Et globalement, comme ça, tu files des thunes à Base parce qu'il y a des frais au stacker, quoi. Bon, voilà. Je pense que ce layer 2 a vraiment de beaux jours devant lui. Je crois que ça va être très drôle à voir. Et que ça On est d'accord collapse. que ton Ponzi, c'est l'expression la plus pure du chantage émotionnel. Bah complètement. Ton pauvre. En plus, le truc, il n'a pas encore été révélé. Je sais pas, j'ai pas encore regardé. L'image n'a pas été révélée, mais c'est un petit animal mignon qui devient fort et puissant. Plus tu fais de transactions sur le réseau, sur Base, attention, et qui dépérit. Il finit par mourir si tu ne le nourris pas de gaz. C'est les frais de transaction, quoi. Heureusement, sur Base, elles sont pas très élevées, mais globalement, ça te force à être actif. Ça te force à utiliser le truc. Sinon, ton Tamagotchi meurt. Et déjà, avec les NFT, on a remarqué que les gens vont moins vendre parce qu'ils s'attachent affectivement au putain de JPEG là qu'ils ont, tu vois, les singes immondes, les punks, en gros, ça donne un sens de communauté aux gens et c'est un actif si on veut, c'est un truc qu'ils ne vont pas vendre parce qu'ils sont attachés émotionnellement au truc. Donc là, ils crèvent si tu fais pas de transaction. Génial. 10 sur 10, vraiment, 5 étoiles. Les mecs qui ont pondu ça sont vraiment forts. Mon truc préféré sur Friendtech, c'est qu'il y a un seul lien
qui s'appelle Check out our privacy policy. Quand tu cliques dessus, Et il te dit qui te dit coming soon. Mais ça c'est bienvenue dans le Web 3, les enfants. C'est magique. C'est magique. Moi, j'ai utilisé des dApps qui étaient qui avaient un sous-domaine Heroku, hein. C'est pour dire. Et parfois, du coup, l'app tombait et les gens étaient là en mode oh, c'est le signe, c'est bullish, c'est le signe on a fait crasher le serveur tellement il y a de gens. Non, c'est le signe que c'était sur un plan gratuit Heroku et du coup, ça s'annonce vraiment pas très bien. Donc voilà, là, c'était l'actualité Ponzi. Bah, il faut que tu me files un invite code pour Funtech. Je suis dessus là, j'attends ton invite code. Ok, je t'envoie ça. Je sais pas si j'en ai, mais oui, j'ai un compte Friendtech. Bah évidemment, j'ai un compte Friendtech depuis le début, mais j'ai acheté les parts de personne. Mais si vous voulez acheter mes parts, acheter des morceaux de Julia, allez-y. Tu veux la transition, une transition marrante ? Vas-y, je t'en prie. Dans les crypto-monnaies, on parle aussi de stocker des données. Et en parlant de stocker des données, il y a eu un très beau mème qui a été connu, qui a fait le tour cet été, qui est une image d'iceberg avec l'ensemble des fonctionnalités Postgre. Et donc, il y a quelqu'un qui a fait un long article pour expliquer le Postgres-meme, le iceberg Postgres-meme. Globalement, c'est que plus on s'enfonce, plus c'est des fonctionnalités ou des propriétés, des choses qui sont, on va dire, complexes et pas intuitives de Postgres et globalement de l'écosystème du SQL. Et donc, c'est une explication qui évidemment s'étend en longueur plus on va vers la fin, mais du monde SQL. Et donc ça définit et ça explique tout par partie, de manière assez précise en fait de chaque élément. Donc par exemple l'exemple sur l'acidité qui est 3e niveau, je pense, 3 ou 4e niveau. Ben, tout ça va être détaillé, va être expliqué en détail et ainsi de suite. Donc c'est super intéressant pour comprendre des choses en fait, sous l'angle du mème qui est drôle quand même. Il y a tout un ensemble d'informations et c'est super pratique. Donc si vous voulez mieux comprendre le fonctionnement d'une base de données, vous améliorer en développement dans la data, mais de manière générale la manipulation ou le développement de bases de données, je recommande fortement cet article pour comprendre comment fonctionne une base de données sous le capot et comment ça impacte les queries SQL qu'on fait tous les jours dans nos logiciels. C'est marrant parce qu'il y a des choses que j'aurais vues plus haut que ça ne l'est. Ou alors c'est moi qui suis allé trop loin parfois. Genre le join undering is NP hard. Non, non, c'est le nul are equals in distinct but unequal in unique. Ah oui. Et celui-là, je pensais qu'il serait plus haut dans le truc. Mais étant donné que dans le niveau le plus bas, il y a écrit juste nul. Enfin non, il y a d'autres choses, mais un des mots c'est juste nul. Je pense que c'est un sujet en soi. Probablement, ouais. Et ouais. Je vois le lien que tu viens de supprimer, Quentin, sur notre doc commun. Je le vois. Comment aussi Je l'ai déplacé. Je ne l'ai pas supprimé. Vas-y, déplace-le. Mais il est déplacé, regarde, il est là. Il a été rajouté. Il a été rajouté. Vas-y, c'est ton moment de gloire. Alors, en parlant de base de données, il m'arrive de tester des logiciels et de me dire, tiens, comment je les déploie sur Clever. Et certains de ces logiciels... C'est plus ou moins ton job, en fait. Ça m'arrive de faire mon job, effectivement. Entre deux cafés glacés, je me dis, tiens, je m'ennuie, et si j'allais travailler? Donc, j'ai déployé, par exemple, des logiciels qui utilisent du SQLite pour des choix que les développeurs, les créateurs défendent, peu importe. Moi, mon objectif, parfois, je les connecte à une base de données, je fais une petite branche et je les connecte à une base de données, on va dire, isolée, enfin, une Postgres ou une MySQL, plutôt Postgres, on va pas se mentir. Et je me suis dit, tiens, et si on respectait le design que les gens ont mis dans leur application? Et donc, je pense notamment à Uptime Kuma, qui est un logiciel libre de check HTTPS de si ton truc est down ou vivant, quoi. Et il y avait PostHole. Alors, PostHole, j'ai adoré
Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te permet de déployer un site éditable. Donc, tu peux éditer directement ton site. Donc, c'est super pour les gens qui veulent déployer un petit site, un petit post des petits posts de blog, etc. Et tu peux aussi faire des lettres privées. Donc, tu peux avoir tes posts privés qu'il n'y a que toi qui vois. Et puis, tu as une liste mail. Donc, tu as un SMTP dans le logiciel. Et hop, tu peux l'envoyer à des gens qui sont dans ta liste mail. Donc, vraiment, le truc fait tout, quoi. Le café, tout. Il utilise SQLite. Moi, je me suis dit, pas top, parce que comme on a des déploiements immuables, au moindre redéploiement, en fait, tu perds toutes les modifications que tu as fait dans ton app. Ça prend le dernier commit. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va pas se compliquer la vie. On va utiliser Lightstream. Lightstream, qui est un outil en Go pour faire de la réplication continue. Donc, ça utilise du S3. Parfait. Ça prend sa copie, à chaque fois qu'il y a un changement, ça synchronise et ça fait des backups, des snapshots sur ton S3. Si ton truc redéploie, moi j'ai mis un hook, j'ai utilisé les hooks de Clever pour les déploiements, ça lance un script tout simplement qui va effacer, qui va remettre l'app au dernier commit, qui va effacer la base de données et la restaurer grâce à Lightstream à partir du S3. Ce que je ne sais pas, c'est au niveau de la RAM, est-ce que ça va faire planter mon app, je ne sais pas, ça fait un moment que je le monitore, j'étais sur du Pico ou du Nano, je sais pas, vraiment le truc le plus petit, le Pico, et ça tournait bien, mais j'ai fait une proposition à PostHole en leur disant, voilà comment faire pour des déploiements immuables, notamment chez Clever, et ils ont beaucoup aimé ma contribution. Je pense que du coup, ça fait qu'il y a une base de il y a une SQLite dans l'app, donc c'est truc sur le même serveur. Pas top pour de la résilience, mais globalement, tu ajoutes de la résilience à ton SQLite au moindre redéploiement. Hop, ça va juste aller chercher les changements que tu as fait grâce au journaling de SQLite. Voilà. C'est trop bien en vrai. Non, franchement, c'est bien. Parce que tu prends ce que les gens ont développé et tu te dis pas, ah mais non, c'est pas compatible avec Cleverclap parce que nous, c'est immuable. Bah non, tu vas aller chercher ce qui peut faire l'affaire. Et c'est vrai qu'avec SQLite, vu qu'on va lancer un runtime Swift, je sais pas si j'ai trop le droit de dire ça, mais globalement, on travaille sur du Swift. Pourquoi pas ? Parce que les apps qu'on utilise dans nos téléphones, même notre iPhone, en fait, c'est du SQLite dedans. C'est ce qui fait que t'as pas de latence. Donc, du coup, juste, je pense que ce serait cool que tu fasses un vrai article sur le blog de Clever sur cette stratégie-là autour de SQL. Rien ne me ferait plus plaisir, donc j'écrirai un post de blog là-dessus. J'attends quand même que ce soit inclus dans la documentation officielle de PostHole. Là, le gars était en road trip, donc il va l'inclure dans la doc officielle, mais je vais faire la même chose pour Astro, dont on parlera plus tard. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner avec autre chose sur les bases de données. Tu veux qu'on parle d'Astro, mais parle d'Astro. Alors, Astro a une documentation. Astro, donc, c'est un générateur de sites statiques comme il en existe pléthore. Astro, dans sa documentation, liste des hébergeurs où il y a de la documentation comment déployer ton truc Astro sur tel hébergeur. Donc, ils sont plutôt agnostiques, même si c'est financé par Vercel, c'est sponsorisé par Vercel, ils incluent une documentation un peu plateforme agnostique, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais faire une contribution sur comment déployer sur Clever parce que j'ai testé Astro, j'ai beaucoup aimé Astro, c'est hyper rapide au niveau des performances, ça change complètement la vie, même si tu peux utiliser NPM, il n'y a aucun problème, ça va carburer. Et donc, ce que j'aime bien dans leur approche, c'est la question des îlots. Donc, globalement, tu vas avoir du fichier HTML, CSS pur, pas de JavaScript, mais si tu as besoin d'avoir un élément interactif, eh bien, tu peux créer un îlot. Donc, tu crées des îlots, c'est un peu comme les partiels ou un peu comme les components, quoi. Et tu peux avoir des îlots interactifs, ce qui fait que, par exemple, si tu as un carrousel d'images dans ta page web, mais que l'utilisateur, lui, il descend jamais jusque-là, il clique sur un bouton, il va ailleurs, ton truc, il va jamais avoir besoin d'être chargé. Ce qui fait que tu as un site extrêmement rapide. Vraiment, au niveau des performances, il y a Hugo qui est plutôt pas mal. J'ai pas comparé avec Hugo et je crois qu'ils n'ont pas fait de comparaison, mais c'est pas vraiment la même chose. Ils sont plutôt en concurrence avec des trucs comme Next ou Nuxt. Mais alors, c'est assez bien. Et du coup, t'es pas sur du single page. Tu peux faire autant de pages, autant de collections que tu veux. Vraiment, c'est infini. Donc moi, j'ai juste utilisé ça pour faire le site d'une amie à moi qui veut être dans le digital marketing, mais il n'a pas de site internet, donc je lui ai dit ça va pas du tout. On va voilà.
on va prendre Astro, on va faire c'est vraiment un prétexte pour tester Astro, le service que je lui ai rendu. Et c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Donc, je vais faire une documentation pour Astro, de dire comment déployer sur Clever, et puis hop, ça ira aussi sur Clever. Et ça existe déjà en interne, s'il y a des gens chez Clever qui veulent tester, il y a déjà une doc interne sur notre logiciel de documentation interne, sur notre forum. Mais voilà, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut vraiment, s'il y a des gens qui veulent tester, qui veulent déployer sur Clever et qui m'écoutent, il faut vraiment bien connaître la documentation de son framework, parce que parfois, le framework intègre un port par défaut. Chez Astro, par exemple, je crois que c'est le 3000. Donc, tu as plusieurs façons de faire ça. Soit tu changes ton package JSON pour changer le script de départ, avec les flags de port et de host, comme ça, tu es tranquille. Soit tu utilises les hooks de Clever. Il y a plein de façons de faire, mais globalement, il faut savoir que si ton app se déploie pas parce qu'elle n'écoute pas sur le port 8080, en fait, c'est que ton framework fait un truc dont tu n'es pas au courant, quoi. faut aller configurer ça. Et sur Astro, c'est très simple, tu as un seul fichier de configuration, et là, tu fous tout. Tu passes pas ton temps à chercher, à aller voir ce qui se passe. Non, tu as tout qui est au même endroit. Voilà pour Astro, c'est les jolies choses. C'est sympa, il faudrait que j'aille tester ce truc-là. Ça a l'air bien marrant. Nouveau lien amusant. Microsoft a ajouté Python en binding dans Excel. Alors c'est marrant parce que on se serait attendu à ce qu'il le fasse plus tôt. Oui. Je trouve qu'entre Python et Excel, il y a quand même une logique. La logique voudrait que ça arrive beaucoup plus tôt. Et mais bon, c'est enfin là. Potentiellement, il y en a une partie qui est dispo que derrière certaines options payantes. Non, pardon. Pour l'instant, c'est gratuit. Mais certaines fonctionnalités, c'est ça, vont avoir besoin d'un Office 365 payant. Parce que, alors, la partie drôle. Parce qu'il y a une partie qui tourne dans le cloud, quoi. Exactement. C'est qu'en fait, les fonctions Python, donc vous pouvez les appeler directement. En fait, vous pouvez dire, ce truc-là, faire un égal, et là, écrire PY, et ensuite taper du Python, globalement. Mais en fait, votre code, il est balancé sur le cloud Python de Azure. Enfin, Microsoft. Ah ouais, c'est une Azure Function derrière. C'est ça. Ce qui prouve bien qu'en fait Microsoft aujourd'hui a une vraie stratégie d'utiliser Office pour vendre du cloud aux clients. Et vraiment, tu sens que c'est la stratégie pour obliger les gens à ça. Enfin, vraiment, c'est en permanence, quoi. Et vraiment, c'est un gros push de leur part en permanence. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que dans les années 90, on me disait que l'open source triompherait jamais contre Microsoft et IBM, et aujourd'hui, Microsoft est en train de ditcher Visual Basic au profit du langage Python. Ce qu'il faut bien qu'à un moment donné, je sais et match l'open source game. Enfin, voilà, c'est ma strat. Plus de réactions à ça, quoi? Allez, je pense qu'ils ont pas été joueurs, ils auraient dû supporter RStudio, et R, en fait, ça aurait été bien mieux. En fait, c'est des produits payants qui existent, qui font du Python plus R, c'est un gros business. Je veux dire Excel plus R. Et surtout, ils n'auraient pas dû buter Atom. Ça, je leur pardonnerai jamais. Ah bah non, mais ça c'est produit à la Microsoft, tu sais. Juste, du coup, Julia, tu avais des outils de l'épisode pour nous tous, c'est ça? Oui, alors je me suis amusée à configurer, à pimper mon terminal. Faut savoir que personnellement, j'ai toujours une approche extrêmement minimaliste du terminal, c'est-à-dire que même le chemin ne s'affichait pas. Je n'en voulais pas. J'ai un cerveau et une mémoire pour quelque chose. Donc éventuellement dans la fenêtre, dans le titre de la fenêtre, mais je ne voulais pas que mon terminal il me crache 50 000 infos à la seconde. Je limite la pollution visuelle et la surcharge cognitive. Cependant, dans la vie, il y a des emojis, et les emojis, ça aide à la compréhension. En fait, les emojis, c'est bien. Il faut mettre des emojis partout. Donc, j'ai découvert Starship grâce à quelqu'un de chez nous, à Maxime. D'ailleurs, big up Maxime. Starship, qui est Starship dont on a déjà parlé, je crois, dans les massifs.
Ah Oui. ouais? Eh ben, Ouais. j'arrive après la bataille, mais Non, tu Et- continues parce qu'il n'y a pas de sujet. Hein. C'était il y a des années parce que je sais que c'est moi qui avais apporté le truc. eh bien, tu peux vraiment configurer ton terminal comme tu le veux, avec les emojis que tu veux. Ça veut dire que tu vas avoir les infos sur la branche sur laquelle tu es. Puis tu peux mettre l'emoji qui te parle le plus. T'es pas obligé de travailler avec ce qu'ils ont décidé à ta place. Tu mets l'Unicode et c'est bon. Ou même directement l'emoji dans le fichier TOM. Là. Voilà, et j'ai couplé que ça avec Exa pour avoir des couleurs et des symboles différents quand tu fais un LS et que tu affiches ce qu'il y a dans ton répertoire, là où tu es. Donc globalement, j'ai hurlé quand j'ai fait un cherry pick et que j'ai vu qu'il y avait des cerises qui étaient l'emoji par défaut de Starships. J'ai trouvé ça génial et voilà, donc maintenant j'ai un terminal qui m'affiche le chemin mais avec des emojis et des informations pertinentes et on aime. Donc l'étape suivante, ça va être d'intégrer les Linus Rants à mon terminal. C'est-à-dire que tu as un Linus Rant qui pop quand tu fais une connerie, quand tu as une appli qui crache, peu importe, ton build se fait pas, ça compile pas, je sais pas. Et ben tu as Linus Torvalds himself qui va rent dans ton terminal. Et je pense que pour les démos Clever, ça va être quelque chose. Voilà. Avec de plus en plus de configurations disponibles hein, dans Starship, avec de plus en plus de liens, avec du Rust, du Scala, du machin, qui fait qu'en fait à chaque fois que tu utilises quelque chose, ça va avoir un impact sur ton terminal. Bien sûr, Starship c'est écrit en Rust et Exa aussi. Donc Exa c'est un remake de LS, mais en Rust avec plus de fonctionnalités, plus de couleurs, plus de praticité, plus de performance aussi. Et donc en fait, vraiment Starship, c'est comment te positionner dans ton terminal de mieux en mieux. Moi, je sais que ma conf en ce moment est un peu pauvre et qu'il faut que j'aille jouer un peu là-dedans. Mais par ailleurs, c'est hyper cool tout ce qui est fait dans tout cet espace de boulot qui est fait autour d'avoir du Rust qui revient dans le terminal avec à chaque fois plus d'infos, plus de choses. Et là, c'est vraiment Starship, ça va vous refaire votre prompt. Et Exa, ça refait un LS, mais qui est beaucoup mieux, quoi. Ouais. Un truc qui manque à Starship, je trouve, c'est la possibilité d'avoir dans la CLI la possibilité d'installer une sorte de marketplace à conf que tu puisses aller chercher via une install Starship install quelque chose et tu récupères un thème déjà tout fait. Et que tu achèterais avec de la crypto-monnaie? Moi, il faut que j'aille taper le thème de quelqu'un en... Moi, j'ai pas assez de comptes dans mon Starship. C'est ça, c'est le truc un peu comme les trucs à la OMIZDSH et tous ces machins-là où tu peux aller récupérer les thèmes et les installer via une CLI ou en mettant un lien GitHub, ce serait pas mal, je trouve. Je sais avec plus comment potentiellement un j'ai système de installé... preview et tout. Je sais plus comment j'ai installé le mien. Je sais plus, ça commence à dater quand même. Moi, je l'ai installé. Et puis, Si jamais tu peux me l'envoyer, ça me chauffe. Ouais, c'est juste un tome là, il suffit de l'installer, de le mettre et puis c'est bien. Je vois parfaitement le sujet. Je vois exactement le sujet, mais clairement, je suis preneur de plus de choses là-dessus. Cool. Donc, encore une fois, ces outils-là, et tant qu'on y est, je peux vous dire, sudo aussi a été écrit en Rust, puisque je l'ai trouvé l'autre jour. Et quand ils ont écrit la suite de tests pour voir s'ils faisaient sudo, ils ont trouvé des bugs dans le sudo d'origine. Donc le TCK de sudo a débugué le sudo de base. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout finira réécrit en Rust dans les outils GNU. Le meilleur sudo étant sudo ng de Marco. Hein. Mais clairement. Vous allez tous voir la blague pour la comprendre. Peut-être JB, puisque tu es seul à avoir des dés. J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. J'ai commandé le nouveau stock de dés à nos fournisseurs. Du coup, stylos. Et du coup, entre 1 et 5, c'est Julien, avec un N à la fin. Entre 5 et 10, c'est JB. Entre 11 et 15, c'est Julia, avec un A à la fin. Et entre 16 et 20, c'est Quentin. Eh bien, c'est Julien, avec un 3. Ouh. Et oui. Eh bien, alors attendez, qu'est-ce que j'avais mis comme musique, moi, déjà? Ah oui, c'est un truc, ça se prononce Mahagalim, de Hayden Rachel. C'est je sais pas trop quelle langue c'est de l'hébreu, je pense.
Ça y ressemble en tout cas. Voilà. J'aime beaucoup la musique parce que depuis un an, je fais de la danse. Et sur certains exercices, la prof aime beaucoup mettre cette musique. Et donc, je l'ai eu dans la tête pas mal à l'époque où j'avais... En fait, cette musique, je l'avais mise il y a 5 mois pour l'épisode que j'avais fait avant. Elle n'avait pas été tirée, donc je l'ai gardée. Et je l'avais vachement dans la tête à cette époque-là. Donc voilà, du coup, je vais la réécouter. Ça fait longtemps que je l'avais écoutée. Voilà. Eh bien, je pense qu'il est temps pour moi de vous remercier d'avoir enregistré tout ça avec nous, de remercier nos auditeurs d'être encore là. J'espère que vous n'avez pas trop emmerdé. Donc encore une fois, on revient. N'hésitez pas à réagir et nous faire des commentaires sur les réseaux sociaux sur ce que vous avez pensé de ces épisodes-là ou sur les différentes idées qu'on a poussées là-dessus. Et puis, À vous abonner à la chaîne YouTube de Clever Cloud, à mettre un Activez les pouce vert notifications. sous la vidéo. vous mettez des pouces bleus et vous activez la petite Avec la cloche. Bien, où est-ce qu'on peut te retrouver, JB? Sur Twitter, Blue Sky et à peu près tout Internet avec le pseudo Arensyl, A-R-E-N-D-S-Y-L. Julia? Julia Marche sur Twitter. Julien? Moi, sur Copain d'avant, vous pouvez chercher. Et sinon, JUDU sur Twitter, judu.bzh sur Blue Sky. Voilà, des variations de ça sur Instagram si vous me trouvez. Je fais pas beaucoup de photos, mais bon. Eh bien, parfait. Merci à vous tous d'avoir été là. On vous fait la bise à tous et donc à très vite dans Message à caractère informatique. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. במקום שהיום נגמר, בזמן שהלב מתחיל, לילה חוזר ומתגבר, ונסגרים הגלים.